Notre première communication de la journée nous sera présentée par deux représentants du Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, qu'on dit plus couramment le CAVELFLO. Madame Nicole Cadieux a été 14 ans enseignante en chimie, musique au secondaire. Elle a participé à la rédaction des nouveaux curriculums en sciences. En tant que conseillère pédagogique, elle a pris part à la mise en œuvre de la réforme provinciale au secondaire et a été directrice des conseillers pédagogiques à son conseil scolaire. Depuis 3 ans, elle a été directrice du projet national provincial SAMFO, qui est le service d'apprentissage médiatisé franco-ontarien. Et durant 4 ans, elle a participé au développement de politiques en lien avec le dossier d'apprentissage électronique au ministère de l'Éducation en Ontario. Elle est présentement directrice du Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, le CAVELFLO. Ce consortium travaille avec les 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario et coordonne l'offre de cours en ligne au palier secondaire. M. Paul Lachance, lui, a consacré ses 20 premières années dans l'enseignement à titre d'enseignant de mathématiques au palier secondaire en Ontario. Il a œuvré, entre autres, en orientation scolaire, en éducation de l'enfance en difficulté. Durant 2 ans, il a été aussi coordonnateur du projet phare, qui est Formation axée sur le rendement des élèves, pour la région du sud de l'Ontario. Et en tant que conseiller pédagogique, il a aussi pris part à la mise en œuvre des politiques et des programmes qui sont liés à la réforme de l'éducation et à la mise en œuvre d'initiatives favorisant la réussite des élèves de la 7e à la 12e année. Il a été directeur adjoint de l'école secondaire E.J. La Jeunesse de Windsor. De 2006 à 2012, il a été directeur de service responsable de divers dossiers en lien avec la réussite des élèves. Il est présentement directeur adjoint du volet fonctionnement du Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario et il travaille avec les 12 conseils de langue française et coordonne l'offre de cours en ligne au palier secondaire. Leur communication s'intitule « Savent-ils même qu'ils plagient ?» Les intervenants du CAVELFLO travaillent pour faire respecter les valeurs fondamentales. Ils ont partagé quelques ressources avec les élèves pour les sensibiliser à l'importance de l'intégrité académique, un mot qu'on a entendu tantôt, afin de tenter de prévenir le plagiat. Ils vont nous présenter les outils utilisés et les actions mises en place en cas de plagiat et nous parler du rôle de la présence humaine dans le dépistage du plagiat. Alors, Madame Lachance, oui, c'est bien, Madame Cadieux et Monsieur Lachance. Quelques lapsus, elle n'était pas au courant. Je vous laisse la parole. À notre emploi, au travail de proche, bon, on n'est pas mariés. Alors, bonjour tous ceux qui sont en présentiel et également tous ceux qui sont en ligne avec nous. Alors, tantôt, Mme Perrault a très bien mis la table, effectivement. On a parlé de cas qui étaient très litigieux, qui ont fait l'objet de batailles juridiques dont certaines ont duré plusieurs années. On vous en cite 3 ici parce qu'on a comment je pourrais dire, un intérêt vis-à-vis ces 3 cas-là parce que le premier, c'est Yann Martel qui a écrit un livre que pas mal tout le monde connaît, qui est Life of Pi et qui a été traduit en plusieurs langues. Donc, Yann Martel, en 2002, a été accusé de plagiat, d'avoir plagié l'idée d'un autre auteur brésilien qui a lui-même écrit un livre et Yann Martel s'en est apparemment inspiré beaucoup pour écrire son livre. Deuxième, qui nous concerne aussi parce que on travaille avec le système de gestion de l'apprentissage D2L, Desire to Learn. Desire to Learn aussi a fait l'objet d'une poursuite par Blackboard qui l'ont accusé de s'être inspiré, d'avoir carrément violé des droits de propriété intellectuelle de certaines fonctionnalités dans son système de gestion de l'apprentissage. Et le troisième, qui ne connaît pas Passepartout, pour avoir eu des enfants qui ont, dans les années 70, regardé avec intérêt cette série-là. Et évidemment, Passepartout aussi, il y a quelques années, a fait l'objet d'une poursuite. Le père de Passepartout, qui travaillait à l'époque pour le ministère de l'Éducation du Québec, on l'avait mandaté de donner les bases de ce qui allait être utilisé pour produire la série que tout le monde connaît, Passepartout. Et quand le coffret a été médiatisé, a sorti, le père de Passepartout, M. Lachance, qui n'a rien à voir avec ce M. Lachance-ci, a revendiqué ses droits parce qu'il disait que les idées, les prémices de départ lui revenaient,
Et au bout de quelques années en cours, on lui a refusé ce droit-là parce qu'il travaillait pour le ministère de l'Éducation. Il avait fait ça dans l'optique de son travail, était déjà payé pour le faire. Donc, on voit que ces cas-là ne sont pas sont complexes. Le plagiat, c'est pas noir ou blanc. Heureusement, dans notre travail, à nous, au Cavelfo, les cas ne sont pas aussi complexes que ça, malgré qu'on va vous décrire en fin de présentation quelques cas qui ont pour nous été assez complexes à résoudre. On parle ici d'élèves du palier secondaire entre 14 et 17 ans, des adolescents. Et Mme Perrault disait tantôt que pour les élèves du poste secondaire, cégep, université, collège, que plusieurs des élèves ne savaient même pas qu'il existait des normes pour déclarer qu'ils ont pris des idées ailleurs. C'est qu'imaginez-vous, quand on parle d'élèves de 14 à 18 ans, d'où notre titre, savent-ils même qu'ils plagient? Et dans certains cas, la réponse est non, malgré qu'on fait des bras et des mains des pieds et des mains pour les éduquer, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est tricher, qu'est-ce que c'est plagier. On va vous présenter dans la prochaine demi-heure comment, au Cavelfo, avec cette clientèle-là, on tente de prévenir le plagiat et la tricherie. Comment on le dépiste? On ne le dépiste pas toujours. Il y a des fois que c'est difficile à dépister. Et une fois que c'est dépisté, quelles sont les interventions? Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas le Cavelfo, comme a dit Lise, on dessert les 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Nos enseignants nous proviennent des 12 conseils scolaires des 3 grandes régions de l'Ontario, du Nord, du Sud et de l'Est. Nos élèves proviennent des 12 conseils scolaires également. Ce qui est très important pour nous, c'est de travailler en partenariat avec tous les intervenants, commençant avec les enseignants en ligne, les équipes des écoles d'attache de ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là font partie d'une école d'attache. Ils sont inscrits dans une école d'attache. On n'est pas une école provinciale, on est au service de ces conseils scolaires-là. Et on travaille également avec les parents pour éduquer, pour s'entendre que les élèves respectent les valeurs fondamentales qui sont liées à l'intégrité académique, c'est-à-dire l'honnêteté, la responsabilité et la confiance. Notre référence de base, c'est un document de politique qui a été émis par le ministère de l'Éducation, autant en anglais qu'en français, qui s'appelle « Faire croître le succès », à l'intérieur duquel on parle, je vous dirais de façon exhaustive, de l'évaluation. L'évaluation du rendement, l'évaluation au service de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Et qu'est-ce que dit cette politique ministérielle? C'est que la tricherie et le plagiat ne sont pas tolérés. Les travaux que les élèves soumettent doivent être les leurs, et s'ils utilisent des idées ou des travaux de quelqu'un d'autre, doivent les citer. Les conseils scolaires sont aussi tenus de développer des stratégies qui vont aider les élèves à comprendre la gravité d'un tel comportement. Évidemment, ils ont des marges de manœuvre, 12 conseils scolaires, 12 stratégies. Les conseils scolaires doivent aussi obligatoirement établir des directives qui vont encadrer le personnel enseignant dans ce domaine, notamment au niveau de la prévention, de la détection et des conséquences. Ces directives, c'est pas noir ou blanc, doivent tenir compte de 4 facteurs. L'année d'études de l'élève. Nous, on a un système où, à l'entrée du secondaire, c'est 9e année, à la sortie du secondaire, c'est la 12e année, donc l'année d'études de l'élève, le niveau de maturité de l'élève, le nombre et la fréquence des incidents, on va vous en parler aussi tantôt, et des circonstances particulières, parce qu'il y en a toujours. Comme je vous disais tantôt, on dessert les 12 conseils. On ne pouvait pas travailler avec des enseignants qui proviennent des 12 conseils, avoir des élèves en commun et avoir 12 politiques différentes en matière de plagiat et de tricherie. Le Conseil des directeurs de l'éducation, des 12 conseils, nous a mandaté de rédiger des pratiques
commune en matière d'évaluation et de communication du rendement. Parce que vous pouvez vous imaginer qu'un élève qui suit 2 cours, un avec un prof qui vient d'un conseil X, l'autre avec un prof qui vient d'un conseil Y, ne pouvait pas être sujet à 2 politiques différentes d'évaluation du rendement. Il y a même des élèves qui prennent jusqu'à 4 cours. Donc, ça devenait ingérable pour la direction et la direction adjointe de traiter de ces cours-là quand on devait connaître 12 politiques différentes. Donc, on a rédigé, en collaboration avec les 12 conseils, des pratiques communes en matière d'évaluation et de communication du rendement. Et à l'intérieur de ce document-là, on s'inspire évidemment de très près du document ministériel « Faire croître le succès ». Les principes directeurs, on ne les revisera pas ici, vous y avez accès, tout le monde, mais il y a un élément qui traite spécifiquement de plagiat et de tricherie. Alors, les principes directeurs, on va en voir 2, particulièrement améliorer l'apprentissage et favoriser la réussite de chaque élève, qui va évidemment qui va se marier au principe directeur de faire croître le succès et de toujours laisser une place au jugement professionnel de l'enseignant en ligne. Et ça veut dire que les cas, des fois, c'est noir ou blanc, des fois, ça ne l'est pas. Alors, des fois, il y en a qui font preuve de zèle, donc on remarque aussi, la majorité de nos élèves, on parle de 60 à 65 % de semestre en semestre, c'est le premier cours en ligne qu'ils suivent de leur vie. C'est la première fois qu'ils n'ont pas l'enseignant devant eux. C'est la première fois qu'ils ont un degré d'autonomie et de flexibilité comme dans les cours en ligne. Donc, on se rend compte que des fois, ils pensent qu'ils peuvent se permettre des choses qu'ils ne se permettraient pas nécessairement en salle de classe. Ce qui est important pour nous, c'est de développer ce rapport de confiance-là et que l'élève réalise que même si l'enseignant n'est pas devant eux, l'enseignant est là, l'enseignant les suit et il y a toute une équipe derrière qui les suit et que les cas de plagiat et de tricherie, on a des moyens de les déceler. Est-ce qu'on les décèle tous? Non. Mais on a quand même des moyens. Et une de nos forces, c'est vraiment d'établir dès le début du cours ce rapport de confiance-là. Et quand le rapport est établi, on pense que l'élève sera moins porté à travailler seul et aller chercher des moyens pas très honnêtes pour pouvoir passer son cours. Je te laisse continuer. Merci, puis je vais juste ajouter au sujet de la dernière diapositive aussi, à un moment clé, stratégique aussi, au début de chaque semestre, le consortium lui-même aussi envoie une communication aux parents, les informant d'où elles peuvent trouver des informations clés au sujet du cours que leur enfant suive. Et puis, aussi des renseignements quant à comment je peux avoir accès à la fiche de progrès de l'élève afin que je puisse suivre le progrès de l'élève tout au long du semestre. Les communications aussi vont aux directions et aux directions adjointes des écoles secondaires pour les informer aussi d'où sont les renseignements, puis comment est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre, tout ça, pour établir cette communication. On dit, il y a cette expression qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, dans le cadre de cours en ligne, puis quand on tient compte du fait que 2/3 des élèves sont à leur première expérience en ligne, il faut que le village soit tout autour. Donc, toute l'équipe du consortium, l'équipe de l'école, les parents sont impliqués dès le début. Maintenant, si on passe en termes de prévention puis d'information, je vais vous laisser le consulter. C'est un lien qui est actif, là. On a un espace cours où, pour chaque cours en ligne, il y a des renseignements pertinents. C'est un site public. Il y a des renseignements que le parent, l'école d'attache d'élèves et l'élève peuvent aller consulter pour avoir toutes sortes de renseignements. Puis en plus,
dans la page d'accueil de chaque cours en ligne, on va aussi retrouver des renseignements comme qu'est-ce que c'est que la définition de plagiat, de tricherie, des exemples de divers textes qui ont été plagiés, des stratégies, des bonnes pratiques à utiliser. Puis dans cette communication en début de semestre, ce qui est important, puis ça, on l'exige, chaque enseignant en ligne doit avoir cette communication téléphonique ou visioconférence avec l'élève. Puis, pour se connaître, c'est une belle occasion pour être capable de passer en revue le cours, leur expliquer quels sont leurs devoirs et leurs responsabilités, puis s'arrêter sur cette question de plagiat et de tricherie. Ensuite, on a aussi développé des outils plutôt personnalisés pour aider les élèves. Et puis, je vais laisser la parole à Nicole pour ce premier outil qui sont les capsules d'auto-formation. Ça aussi, c'est dans notre site Web, dans la zone médias. Sont accessibles à tous et à toutes. Et à l'intérieur de ces ressources-là, il y en a une tout particulièrement qui est à l'intention des élèves. Ici, on va voir au numéro 11, qui s'appelle « Le savoir publié ». À l'intérieur de cette capsule-là, on parle très clairement de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable quand on publie un travail. Même chose au niveau des enseignants. On a plusieurs capsules où on informe aussi les enseignants. Les enseignants sont au courant, mais quand même, si le parent veut y avoir accès, il y a accès également. Alors, on traite de façon multiple. On essaie d'éduquer les élèves, d'éduquer les parents de ce que c'est le plagiat, de ce que c'est la tricherie et d'être très clair que ce n'est pas acceptable et ce n'est pas accepté non plus. La deuxième ressource qui est fort intéressante et importante, et puis c'est ce petit questionnaire là, de 15 énoncés courts qu'on invite, on invite les élèves qui veulent suivre un cours en ligne de prendre le temps, les 5-10 minutes que ça prend pour compléter ce questionnaire, prêt pour un cours en ligne. On s'est inspiré d'un questionnaire semblable de la Cité collégiale à Ottawa, et puis avec eux, on a conçu ce questionnaire, on a testé tout ça. Ce n'est pas un outil psychométrique, il n'y a aucune valeur psychométrique, mais par contre, à la toute fin, quand l'élève prend le temps de répondre, je vais juste vous montrer un petit peu de ce questionnaire, les 15 énoncés, puis il s'évalue lui-même, pas du tout comme moi, un peu comme moi, assez comme moi, beaucoup comme moi. Il reçoit un rapport à la toute fin qui va identifier ses forces principales en termes d'habileté et de compétences, les habiletés de travail, les compétences nécessaires. Puis ensuite, ça va identifier les points sur lesquels il doit travailler. Il peut imprimer son rapport, et rappelez-vous, 2/3 de nos élèves sont à leur première expérience. Puis on les invite à partager ce rapport avec leur conseiller en orientation ou avec l'enseignant qui est responsable de son encadrement à l'école et même de l'enseignant en ligne. Parce que si on sait où tu as certains petits défis, on est capable d'adapter nos stratégies et nos approches, autant à l'école d'attache que l'enseignant en ligne, pour t'aider dans ton cheminement. Et ça, quand tu rassures l'élève, ça a des incidences très positives en termes de plagiat et tricherie. L'élève est bien formé, il sait comment s'organiser, planifie son temps, et puis il évite de tomber dans les pièges où ça donnerait au plagiat ou à la tricherie. Je trouve ça fort intéressant comme petit document. Et puis, évidemment, puis à la question qui nous avait été posée par Mme Perrault, possibilité pour l'élève de pré-soumettre son travail dans Turnitin. Turnitin, c'est cet outil qui fait une analyse et est capable de te soumettre un rapport qui identifie clairement des sections de ton travail, de ton texte qui seraient plagiées. Puis tu as une évaluation en pourcentage et tu vois clairement ces sections-là. Puis ça, c'est un outil qui est puissant parce que l'élève peut se soumettre. Et puis c'est intéressant parce que pour toute tâche, tu as le volet formatif où l'enseignant se demande « soumets-moi des tâches, petit à petit, je veux voir ton plan, je veux voir ce que tu prépares, soumets-moi une ébauche, on regarde ça ensemble, on a des échanges, puis on essaie d'éviter le plagiat, la tricherie, puis on essaie de guider l'élève dans son travail, puis on dit « écoute, tu as un outil idéal pour soumettre tes textes. » Puis quand tu arrives à l'étape sommative, quand tu soumets ton travail, bien, moi aussi, je le fais, cette analyse-là. Et puis, c'est là où, si on voit plagiat ou tricherie, on passe à l'étape intervention.
Bon, je vais laisser Nicole. On a aussi cette nouvelle génération de cours qu'on a déjà présentée, mais c'est un outil, ça devient un autre outil puis un appui pour nos élèves. Oui. Les nouveaux cours, maintenant, ils ont quoi, 4 ans, ces cours-là? Que le CFORP a développé, a un design qui est différent des cours de première, deuxième et troisième génération que le Cavelfo utilise, qui sont des cours modulaires. La beauté des cours modulaires, c'est qu'ils sont basés, premièrement, les tâches d'évaluation sommatives, ils sont déjà accessibles à l'élève dès le début du cours. Et on me dit, ben oui, mais si les tests sont déjà accessibles, l'élève peut aller chercher de l'aide et puis, quand c'est le temps de les faire, peut soumettre un travail qui n'est même pas le sien. La réponse est non. Le design oblige l'élève à soumettre différents travaux formatifs tout au cours du module, en cascade, qui, d'un travail à l'autre, bâtissent tranquillement la tâche d'évaluation finale. L'élève a beaucoup de choix en termes de sujets, en termes d'outils, ce qui fait que c'est très difficile d'aller chercher tout au long du cours de l'aide. S'il veut soumettre le travail de quelqu'un d'autre, littéralement, il faut qu'un autre élève fasse tout le cours à sa place, puis il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont prêts à faire ça. Donc, ce cours-là a comme enrayé ou presque le plagiat. C'est ce qu'on constate depuis 4 ans. Est-ce que c'est parce que les élèves deviennent de plus en plus habiles dans leur façon d'aller chercher ailleurs de l'aide? Peut-être, mais on ne pense pas, on n'espère pas. Évidemment, tout se fait, comme je disais un peu plus tôt, quand le village travaille ensemble, tout se fait en collaboration aussi avec les écoles. Fait qu'il y a partage d'informations, comme je mentionnais au tout début, puis on offre même pour les directions et les directions adjointes d'école un webinaire en début d'année qui leur permet aussi là, de voir comment fonctionne le consortium, surtout qu'il y a beaucoup de roulements, de changements au niveau de ces postes. Donc, on a l'occasion de rencontrer, de parler à nos directions adjointes d'école. On parle de prévention. Évidemment, toutes les tâches sommatives sont des tâches qui sont faites sous supervision de l'enseignant qui est responsable de l'encadrement de l'élève. Et puis, comme je mentionnais un petit peu plus tôt, dans le volet formatif, quand l'élève soumet les différentes étapes de son travail, on est capable de travailler en mode formation, en mode apprentissage, apprendre à l'élève comment se corriger, comment s'assurer de ne pas plagier, comment présenter un texte ou paraphraser des textes, comment bien citer, donner les bonnes ressources et citer ces ressources et tout. Aussi, on a notre formateur qui accompagne les enseignantes et les enseignants en ligne tout au long de l'année parce que aussi notre équipe évolue, change et puis nos enseignants ont besoin de l'accompagnement pour se tenir à l'affût des nouvelles technologies et de toutes les ressources qui sont là. On a déjà parlé des capsules d'auto-formation pour les enseignants. Je mentionnais Turnitin. Turnitin, c'est un outil puissant déjà intégré dans la plateforme de Desire to Learn, notre plateforme Brightspace. Il est disponible à l'élève et à l'enseignant. Par contre, elle ne fait qu'analyser les documents texte. Donc, elle peut analyser les documents texte qui sont en archive aussi, qui ont été soumis les années précédentes, le semestre précédent, mais il arrive des fois aussi que, par exemple, comme des programmes informatiques, que l'élève, la programmation et tout ça, on ne peut pas les détecter par Turnitin, mais on est capable de retourner puis s'y référer, puis être capable de comparer. Donc, c'est des outils que nous avons. Et évidemment, quand vient le temps d'intervenir, parce qu'il y a plagiat, évidemment, c'est une approche de discipline progressive, comme le veut le ministère de l'Éducation en Ontario. On traite toujours les cas un à un. C'est une circonstance particulière. On fait nos recherches. En fait, l'enseignant en ligne, c'est du travail de détective parce que, puis j'emprunte l'expression de Nicole, quand on est pour dire « Hey, il y a plagiat », il faut être, comme on dit, bulletproof. Il faut avoir les preuves à l'appui. Puis il faut travailler. On n'est pas là pour accuser, mais on est là pour travailler avec l'élève pour qu'il reconnaisse l'erreur, ce qu'il a fait, puis ensuite lui proposer des démarches dans une approche progressive pour corriger la situation. Puis,
tout au long du processus, on implique tout le monde. En commençant par l'élève, le pourquoi. Puis, il y a des exemples. Là. Manque de temps, manque de planification, pas fait une bonne gestion de mon temps. Je suis impliqué dans trop de choses, puis je suis en retard, etc., etc. Je manque de confiance, etc. Puis, je commets un acte de plagiat où je vais aller tricher en allant chercher le travail d'un autre élève. Mais ce qui est important, puis toujours le village, gardons l'école, l'élève, l'école d'attache, les parents de l'élève, puis le consortium informé, puis ensemble, travaillons à des solutions. Dans notre politique, le document que Nicole vous a présenté un peu plus tôt, dans la section 8, s'il y a une première infraction de plagiat, évidemment, l'enseignant doit parler à l'élève, faire les suivis avec l'enseignant responsable et les parents et nous en informer. Mais écoute, ce n'est pas ton travail, je ne peux pas l'accepter. Donc, je t'informe, et tes parents et toi, et tu devras me soumettre un travail qui répond aux exigences de la tâche, mais qui est ton travail. Maintenant, regardons ce travail que tu m'as soumis, puis voici là, ce qui n'est pas bien fait. Voici où est le plagiat, puis voici comment tu peux corriger la situation. Il y arrive parfois qu'un élève va commettre une deuxième infraction. Fait que là, à ce moment-là, on dit à l'élève, écoute, c'est pas à toi, c'est la deuxième fois, je ne peux pas accepter cette tâche, donc il n'y aura pas d'évaluation de la tâche. En bout de piste, ça veut dire que tu auras 0 à la toute fin. Mais encore là, informons l'enseignant, les parents, l'élève, tout le monde. On implique tout le monde dans le processus. Puis, on a une petite rencontre avec le conseiller en orientation. Puis, moi-même aussi, j'ai déjà participé dans ces rencontres-là. Puis, on discute avec l'élève, ses parents. Essayer de voir, qu'est-ce qui se passe? Y a des circonstances particulières, ainsi de suite? En fait, quelles sont tes intentions face à ce cours en ligne? Puis, on transige dans ces circonstances. Je vais vous dire qu'on arrive rarement à la deuxième infraction. Souvent, c'est réglé au niveau de la première infraction. Et évidemment, puis je l'ai vécu, si c'est la tâche sommative finale du cours, s'il y a plagiat, peu importe le pourcentage de plagiat, s'il y a tricherie, puis c'est démontré qu'il y a de la tricherie, c'est une note de 0 % qui est attribuée. Ça l'arrive rarement, mais ça l'arrive dans certaines circonstances. J'aimerais maintenant vous parler de quelques cas réels vécus au consortium. Le premier cas, c'est dans un cours d'éducation artistique de 11e année. C'est un cours dit ouvert, donc c'est un cours qui est accessible à tous les élèves. Dans cette circonstance particulière, puis l'enseignante était à son premier semestre avec nous au consortium, et puis ce cours-là est organisé en 4 modules ou 4 unités, puis il y a 5 tâches ou 5 produits à soumettre. L'élève avait soumis dans l'ordre, je vais vous montrer un peu les tâches, là. Ça, c'était la première tâche. Deuxième, d'un même élève toujours. Troisième tâche, puis regardez la 4e tâche, qui était la dernière avant la tâche sommative finale. Ça a levé des drapeaux rouges tout de suite. L'élève, on avait le village, comme je dis, là, on avait suivi, j'avais eu des communications précédemment avec la direction adjointe de l'école, on avait suivi l'élève parce que l'élève avait des difficultés avec la gestion de temps, s'organiser, vivait des situations difficiles et tout ça. Quand on a présenté nos inquiétudes à l'élève, elle avait admis qu'elle avait manqué de temps, puis elle avait tout simplement pris l'œuvre de sa grand-mère. Parce qu'elle était influencée beaucoup par sa grand-mère. Fait qu'elle a pris l'œuvre de la grand-mère, pris une photo, elle nous l'avait envoyée, puis ça, c'est ma tâche. Puis, ensuite, arrivée à la tâche sommative finale, elle nous soumet cette œuvre. La même élève. La même élève. Puis là, ça suivait de très près, là, parce qu'elle était déjà là, pressée dans le temps pour compléter. Et puis, là ensuite, c'est plus grave. Qu'est-ce que je fais, là? Bien, l'élève nous avait admis, sans aucune hésitation, elle a dit, la tâche précédente, c'est celle de ma grand-mère. J'ai vraiment pas le temps de la faire. Je vais prendre 0 sur cette tâche-là. Bon, bien, parle-nous de celle-ci. Puis là, il faut qu'elle soumette elle doit présenter vraiment là, son déroulement là, de sa création et tout ça. Puis c'était une tâche qui devait être associée à une nouvelle journalistique. Puis on soupçonnait, tout le travail au préalable était fait.
mais elle nous a juré depuis tout ça que c'était son œuvre, mais c'était commencé avant la tâche sommative finale, puis en fait qu'elle avait ajusté sa création en fonction de l'œuvre et non pas en fonction de la tâche demandée, etc., etc. Mais non, c'est la mienne. Bien, à quel pourcentage, on ne l'a jamais su, mais le cheminement que l'élève avait fait, puis toutes les circonstances particulières, comme on dit par chez nous, elle a passé le cours par la peau des dents. Fait que, si je reviens à un deuxième cas, ça, c'est arrivé cette année dans les cours d'études informatiques. Ça va se charger. Quelques secondes. OK. Les cours d'études informatiques, c'est pas facile de déceler le plagiat. Mais par contre, parce qu'il y a des tâches qui sont demandées, puis on peut facilement retrouver dans Internet tout le texte de la programmation, donc il faut être vraiment fin renard puis proposer des tâches qui sont différentes, nouvelles, pour pas que l'élève aille à l'Internet chercher tout le programme puis la contextualisation du programme. Je vais vous laisser écouter par vous-même le petit vidéo que l'enseignant nous a préparé. Mais j'aimerais passer à ceci, puis à la deuxième diapo. Puis comme je vous dis, c'est de la programmation, donc on ne peut pas se soumettre à Turnitin, on n'a pas les outils. Mais par contre, on a accès à aux tâches passées de l'élève, puis on est capable de retracer plein de choses. Je vous laisse lire et écouter ce que l'enseignant nous dit. Est-ce qu'on a le volume, s'il vous plaît? Ah, excusez. C'est vraiment authentique. Cependant, si on... Je reprends. Dans cet exemple, voici le code d'un élève A, suivi du code d'un élève B. Si l'un d'entre eux modifie, comme par exemple la documentation ou le nom des variables, il est très difficile de vérifier si le travail est vraiment authentique. Cependant, si on regarde maintenant l'interface visuelle des deux programmes, on remarque facilement, même s'il y a des modifications au niveau des couleurs, que le travail en réalité est le même. On peut même vérifier la coordonnée X et Y de l'objet et de se rendre compte qu'il s'agit en réalité du même travail. Je suis désolé, là, on n'a pas l'image. Ah tiens, bon, on a l'image à la toute fin. L'autre aussi, ce qu'il nous dit l'enseignant, c'est que la documentation dans le code, c'est un bon indicateur. Puis ensuite, ce qu'il ajoute aussi, c'est mes conversations avec l'élève tout au long de son travail, durant le cours, me permet de voir ce que l'élève est capable de faire et produire. Puis tout d'un coup, quand tu vois que le travail soumis là est vraiment beaucoup plus complexe que ce que l'élève a pu soumettre dans le passé, c'est là qu'on commence à se poser des questions, puis on va aller fouiller, puis de rechercher dans le texte, puis on va aller voir dans la documentation. Et puis, comme il dit à la toute fin, dans une autre matière, là, ça serait comme demander le plan de travail de l'élève. Bon, mais quand j'accompagne l'élève tout au long de son travail, je suis capable de déceler des cas de plagiat ou de tricherie aussi. La dernière, et puis celle-ci, j'espère qu'on puisse bien la voir. Cependant, lorsqu'on l'exécute à partir du code original soumis par l'élève, on remarque qu'il y a un message d'erreur. En cherchant la source du problème, on remarque que le nom du fichier à l'intérieur du programme n'est pas le même. Un programme qui semble fonctionnel, mais qui contient des erreurs au niveau du code, soulève certaines questions. Mon processus d'enquête a commencé par informer l'enseignante responsable à l'école de l'élève de mes inquiétudes et de m'informer sur son fonctionnement à son école. Par la suite, mes communications avec l'orientation du Cavelfo m'ont permis de comprendre qu'un élève au nom de Tommy Sally a déjà suivi le cours d'informatique l'an passé. À la suite de nos communications, l'enseignante responsable m'a indiqué que les deux élèves concernés étaient justement assis l'un à côté de l'autre. Entre-temps, la personne responsable du site des cours en ligne au Cavelfo a fait une recherche pour retrouver les travaux de Tommy Sally de l'an passé
pour finalement conclure que les 2 travaux étaient identiques. Compte tenu de la situation, le protocole mis en place pour le plagiat était de mise. Oui, j'ai tout simplement précisé là, que le nom de famille d'élèves dans ça, c'est fictif. L'enseignant nous a préparé ça là, comme exemple, mais c'est un cas réel vécu. Et puis, je vais terminer avec des cours de mathématiques. Les cours de mathématiques en ligne sont des cours un peu plus traditionnels, linéaires, unité 1, tâche 2, tâche 3, tâche sommative, unité 2, ainsi de suite. Et puis, en mathématiques, bien, il y a des fois des exercices ou des tâches qui nous amènent à une seule réponse. Mais on a eu des cas de plagiat, puis l'enseignante me revient souvent, puis elle me dit « Paul, veux-tu regarder ces 2 tâches, puis ensemble, on va comparer. » Parce qu'avant de pointer le doigt, on va s'assurer qu'on puisse démontrer qu'il y a plagiat ou tricherie. Puis surtout sur la tâche sommative, parce qu'on demande, puis c'est des tâches qui doivent être supervisées. Et évidemment, le processus d'enquête demande beaucoup de doigté et de diplomatie, parce qu'on va aller communiquer avec l'enseignant responsable. On va lui demander, bien, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé le jour de la tâche sommative. Est-ce que les élèves ont été supervisés en tout temps, tout moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a dans ces circonstances-là, il y a des fois qui vont nous dire j'ai été obligé de laisser les jeunes dans la bibliothèque, puis je ne suis pas certain si quelqu'un a supervisé l'élève tout au long. Puis bon, bien, j'ai dit, peux-tu faire ton enquête, toi, de ton côté, auprès de tes élèves? Tu les connais. Puis, s'il y a tricherie, bien, on va aller à la première étape du processus d'intervention. Sinon, bien, OK, allons fouillons un petit peu plus loin si on peut élucider. Même dans un certain cas, non, madame, on n'a pas triché, mais en comparant, on voyait les mêmes erreurs, on voyait quasiment les mêmes réponses organisées de la même façon, tout ça. Puis à la toute fin, on a dit, bon, OK. Là où on n'a pas d'inquiétude, c'est beau, mais je vais vous demander de me faire 2 petits exercices ou des exercices supervisés pour que je puisse voir si vous avez bien compris ces concepts-là. Ce qui est drôle, le premier élève a dit oui, le deuxième disait non. Une journée après, le deuxième élève a dit oui, puis les 2 ont refait des tâches sous supervision qu'on a pu vérifier que c'était bien leur travail, ils étaient bien supervisés dans cette circonstance-là. Puis, on avait atteint notre but, puis eux autres avaient réalisé qu'on surveille de très près, même en mathématiques. Et puis, juste pour vous laisser savoir à la question, on n'a pas de statistiques. On ne tient pas compte des statistiques, puis on ne me dit pas tous les cas de plagiat tricherie parce qu'il y a des fois, il y a des circonstances que l'enseignant en ligne est capable de régler ça à l'étape formative. Puis on n'arrive pas au sommatif où il y a du plagiat. Mais à peu près une vingtaine de cas par année, là, cette année, c'est à peu près une vingtaine de cas. En général, ça se situe entre 15 et 20 cas de plagiat qu'on doit traiter durant l'année. Mais on a le protocole puis une démarche qui est toujours axée sur la discipline progressive, une approche progressive, puis c'est toujours dans le but d'offrir à l'élève des occasions d'apprentissage et d'apprendre à être un meilleur citoyen numérique. On termine avec une zone grise qui a fait l'objet de plusieurs discussions au sein de notre groupe. L'année dernière, il y a une des enseignantes de français qui cogne à mon bureau, elle dit « Je peux-tu te parler? J'ai quelque chose à te demander, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. » Et c'était une dissertation d'un cours de français, 12e année préuniversitaire. Donc, à la fin de ce semestre-là, l'élève gradue, s'en va au poste secondaire. Et quand elle a reçu la dissertation de l'élève, elle l'a passée dans Turnitin et c'était à 98% plagié. Mais je dis, c'est clair, c'est plagié. Elle dit, j'ai confronté l'élève et l'élève m'a montré de qui elle avait plagié et c'est d'elle-même l'année d'avant. Donc, l'élève avait soumis le même travail qui rencontrait une attente du programme cadre qui était très semblable à celle du cours 4U. Et là, elle disait, ce que je fais avec ça? Elle s'est auto-plagiée, c'est pas un travail qui est nouveau, c'est pas... Et là, ça a suscité du questionnement. C'était une zone grise. Et, bon, ben, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on en aurait pour la prochaine heure, là, mais ça a souligné beaucoup comme je vous dis, beaucoup de questionnements. Et moi, je demandais à l'enseignante, sois honnête avec moi, est-ce que tu t'es déjà inspiré de des travaux que tu avais déjà faits à l'université pour les resoumettre?
Et là, il y a eu comme une hésitation. Fait que, en tout cas, finalement, on n'a pas sanctionné l'élève parce qu'à la base, c'est elle qui l'avait fait. Mais, en tout cas, de belles discussions. Alors, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Moi, j'ai une question sur votre concept de village qui encadrait l'élève. Évidemment, les contextes sont peut-être différents. Là, on parle d'enseignement plus avec des élèves. Rendus au niveau universitaire, bon, il y a une certaine autonomie. Les parents, théoriquement, ne sont pas dans le décor. Quelles ont été les stratégies pour que, dès le départ, le processus officiel soit appliqué? Puis je vais expliquer un peu ma question. Souvent, on va avoir des gens qui vont accompagner les étudiants, tout plein de bonne volonté, qui vont dire, regarde, moi, je vais faire une première intervention auprès de toi, informelle, de type formatif, pour t'expliquer qu'effectivement, là, dans ce geste-là, il pourrait y avoir apparence de plagiat, puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et donc, il y a souvent des gestes de plagiat qui n'entrent pas dans le processus officiel. Et évidemment, si l'étudiant fait 1, 2, 3, 4, 10 cours avec des intervenants différents, bien, on comprend qu'on peut recommencer le même cercle sans le savoir, et chaque intervenant de bonne volonté peut faire acte de formation auprès de cette personne-là, qui est pourtant une personne qui est récurrente dans les gestes de plagiat. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour que, justement, le village se mette en branle rapidement avec un processus plus officiel qui fait en sorte qu'on n'échappe pas ces multiplicités de premières offenses, là, parce qu'on fait du formatif au lieu d'entrer dans le processus? Réponse courte, oui, parce qu'il y a des communications constantes, entre autres, entre l'enseignant en ligne et l'enseignant qui est responsable de son encadrement local. Donc, quand il y a des circonstances, même au niveau du formatif, là, puis l'enseignante va dire, écoute, là, je vais te prendre le temps, on va repasser avec toi, puis je veux vérifier ta compréhension de ce que c'est du plagiat. Je veux vérifier si tu sais comment paraphraser, si tu sais comment citer tes textes, etc. On va vérifier ces connaissances-là, puis tout ça tout de suite. Puis après ça, on informe l'enseignant responsable disant, écoute, j'ai vécu cette situation, on va garder un œil ouvert, puis évidemment, si ça revient, on passe aux interventions. 1, 2, c'est ça. Donc, le jeune est en apprentissage. Il faut prendre le temps. Puis quand un jeune suit son cours, c'est 2/3 de nos élèves qui suivent le cours pour la première fois, c'est un environnement tout à fait différent pour eux. Ils sont beaucoup plus libres à cheminer selon leur rythme dans ces cours-là, tout en respectant les dates d'échéance. Fait qu'il y a des circonstances où on peut commettre la faute de plagier. Mais on est là pour leur enseigner. On est là pour prendre le temps pour les amener à comprendre qu'est-ce que c'est le plagiat, la tricherie, comment l'éviter, puis comment bien travailler. Mais on se tient informé. Tout le monde se tient informé, puis les noms, on retient les noms, puis on surveille de près pour voir s'il n'y a pas d'autres circonstances dans le cadre du semestre. Puis des outils, surtout c'est les documents texte, les outils que nous avons sont très puissants pour permettre à détecter le plagiat ou même la tricherie, parce qu'on parle à nos enseignants, on se parle, on s'informe. Quelles ont été les circonstances qui ont entouré la situation qui est citée? Autre chose? Non? Oui. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, j'aurais quelque chose en provenance du web, s'il vous plaît. Oui, Denis. C'est de la part de Michel Cloutier, et ça se lit comme suit. Si une compétence a déjà été acquise dans le passé par elle-même, pourquoi la refuser? C'est suivi du commentaire suivant. En RAC, ce qui est déjà acquis, peu importe où cela est acquis, il faut surtout s'assurer que la personne en est bien l'auteur. Voici un principe de base au collégial avec lequel je crois que le milieu de la formation créditée pourrait fortement s'inspirer. Il fait référence à la personne qui avait utilisé son même travail 2 années de suite. Oui. Mais c'est pas une question, ça, c'est une affirmation. Oui, Exactement. un commentaire. Alors, d'autres questions, d'autres commentaires? Moi, je dirais que, pour revenir à ce que Caroline vous disait, c'est important qu'il y ait le village.
J'ai vécu en Afrique, puis je sais qu'un village est important pour les enfants. Mais ce que vous avez dit, M. Lachance, c'est que le village doit s'auto-communiquer tous les actes qu'ils font, les approches qu'ils font auprès des étudiants. Mais personnellement, j'aimerais mieux qu'un enfant, qu'un étudiant soit averti 2 fois par 2 personnes différentes que pas averti du tout, au fond. Et quand il y a incidence, les parents sont informés aussi. Donc, laissez-moi vous dire que des récidives, il n'y en a pas tellement. Quand les parents sont impliqués puis qu'ils sont partenaires avec nous dans l'apprentissage de l'enfant, ça aide à régler bien des situations très vite, très tôt dans le cours. Merci beaucoup. Alors, une bonne main d'applaudissements.